Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre une fois de plus. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cette émission que j'ai le réel plaisir de vous la présenter et de recevoir pour ce nouveau numéro une de grandes personnalités de l'histoire de la République démocratique du Congo, une forte personnalité de par son parti politique, sa formation politique, mais également par rapport à ses différentes fonctions qu'il a occupées ici en République démocratique du Congo. Et il s'agit bel et bien de M. Marcellin Bilomba, comme vous le savez, ancien conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie et des finances, ancien directeur général honoraire de la Société nationale des hydrocarbures, mais également un haut cadre au sein du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est à ce titre d'ailleurs que nous le recevons dans cette émission. Monsieur Marcellin Bilomba, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, malgré votre agenda et emploi du temps très chargé. Meilleurs vœux et bonne année pour cette nouvelle année qui commence. Merci beaucoup. Je peux vous appeler Jojo. Bien sûr. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci en tout cas Jojo pour la proposition, l'invitation pour partager avec vous, je dirais, l'histoire du pays, l'actualité qui prévaut actuellement. Nous sommes très flattés. Alors, Monsieur Marcellin, aujourd'hui, nous allons ensemble, avec vous, évoquer le 8 ans passés depuis la disparition d'une des personnalités emblématiques de l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous avez été son directeur de cabinet. Il s'agit bel et bien du Sphinx de l'unité, affectueusement appelé le leader Maximo, le docteur Etienne Tshisekedi Lumumba. Puis 1er février 2017, 1er février 2025, cela fait exactement 8 ans jour pour jour depuis qu'il nous a quittés. Vous l'avez côtoyé, vous avez travaillé avec lui. Dites-nous un peu quelle a été cette personne du Sphinx, le docteur Etienne Tshisekedi Lumumba. Le Sphinx, qu'on appelait B52, fut un personnage emblématique, un personnage hors du commun. Effectivement, j'étais temporairement son directeur de cabinet de 2015 à mi-2016, pendant 1 an et demi. Il était très malade en Belgique et j'assumais donc l'intérim au cabinet, secondé par le professeur Adalbert Makutu, qui est actuellement conseiller principal du chef de l'État au collège mines, hydrocarbures et énergie. Donc nous deux là, nous avions à l'époque supervisé le fonctionnement du cabinet du Sphinx. J'ai eu à l'approcher, j'ai eu à travailler avec lui, communiquer avec lui. Je l'ai rejoint par 2 fois en Belgique pour lui rendre des comptes. Et j'ai participé une 3e fois à Genval quand il avait réuni la classe politique congolaise pour assurer l'alternance. Et renforcer d'ailleurs l'opposition, c'était vraiment un véritable contrepoids contre le pouvoir. Et donc, Etienne Tshisekedi, c'est des personnages qui ont marqué l'histoire de la RD Congo. Je pourrais les comparer avec des grandes figures de l'époque en France, par exemple, quand on parle de Montesquieu, quand on parle de Jean-Jacques Rousseau. C'est des personnages qui ne viennent pas tout le temps. Il faut compter peut-être 50 ans, si pas un siècle, pour qu'on ait encore Etienne Tshisekedi. Est-ce que c'était une personne facile, ouverte à côtoyer? Vous l'avez fréquenté. Est-ce qu'il était difficile, de par sa nature, de par son travail, le côtoyer, collaborer avec lui professionnellement? Est-ce que c'était facile? En fait, c'est quelqu'un qui n'était pas difficile. Il avait une capacité d'écoute hors du commun. Et très charismatique aussi. Et charismatique. En fait, il vous écoute en très peu de mots. Il peut résumer et il peut vous, je dirais, vous cataloguer et savoir avec qui on a affaire. Et soit il vous adopte parce qu'il estime que vous êtes une personne valable, ou carrément, il ne va pas vous humilier, mais simplement, il vous laisse au frigo
C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément interagir. Donc, quelqu'un qui était facile à aborder. Et il aimait bien écouter. Effectivement, c'est ça qui était sa force. Il recevait beaucoup, il écoutait beaucoup, et il voulait en fait responsabiliser les gens. C'est ça que j'avais trouvé en lui, une certaine, je dirais, cohérence et pas de compromission. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les convaincre si vous avez une idée novatrice. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est resté, je dirais, cohérent sur toute la ligne. Vous revenez quelques mois, quelques années après sur un sujet, ben, il restera toujours sur la même lignée. C'est quelqu'un qui réfléchissait à la vitesse de la lumière. Alors cette émission se veut également, Excellence, d'une émission un peu où nous rendons hommage à cette grande personnalité de l'histoire du pays. Quel est le témoignage particulier, quel est le souvenir particulier que vous gardez de lui, surtout des anecdotes, hein, parce que vous l'avez fréquenté, même pour le temps pour lequel vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous gardez de souvenir, un témoignage de cette illustre disparue? Bon, je vais vous raconter juste une petite histoire, mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est plus important, c'est ce qu'il nous a légué. Et j'aimerais bien m'attarder sur ça, si vous m'accordez un peu plus du temps. Exactement. Sur ce qu'il était et ce qu'il nous a donné comme souvenir de son passage sur Terre. C'est ça le plus important. Nous sommes en 2014. 2014, le président Étienne Tshisekedi m'autorise d'aller en France. Il fallait rencontrer le Parti socialiste français, donc le secrétaire permanent du PS, rencontrer également le ministre des Affaires étrangères, une troisième personnalité, je ne me souviens pas, hein, c'est quand même en 2014. Je lui demande de me faire accompagner par le secrétaire général adjoint Bruno Tshibala, le premier ministre honoraire. Je lui explique, voilà la démarche. 2016, arrivé à grande vitesse, il fallait s'arranger, il fallait autour d'un grand leader qui fédérer les forces pour affronter les élections de 2016, assurer l'alternance politique. Voilà ce qu'il me répond. Ok, je vais réfléchir, reviens demain. Je reviens, il me dit, tu y vas seul. Et du coup, je me suis senti un peu déboussolé. Qu'est-ce que moi j'aurais à dire en allant parler avec les uns et les autres? Je pensais m'appuyer sur le secrétaire général adjoint de l'époque, Bruno Tshibala. Le secrétaire général, c'était Bruno Mavungu. Voilà. Bon, je suis allé seul. Je suis allé seul. Mission difficile. Mission difficile. J'ai fait 3-4 jours. Et puis j'ai profité quelques jours pour rester un peu en France. À mon retour, j'ai fait un rapport. Je lui ai fait un rapport et je lui ai déposé. Il m'a dit, ok, je vais le lire, tu reviens dans 2 jours. À ce moment-là, je n'étais pas encore son directeur de cabinet, mais on collaborait bien. 2 jours plus tard, je reviens. Il me dit, mais qui vous a autorisé d'aller prendre des engagements de pouvoir, je dirais, m'obliger à collaborer avec XY, je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire de polémique. Je ne vous ai pas autorisé pour ça. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je vous avais demandé de me faire accompagner par Bruno Tshibala.
Je suis allé, je parlais parce que j'estimais que la France pouvait être un allié pour nous aider à ce qu'autour de votre personne, qu'il y ait des forces vives pour qu'on ait une candidature commune pour effectivement gagner les élections en 2016. Et surtout que vous êtes tous des partis socialistes. Voilà. Et donc, je pensais que j'étais beaucoup plus à l'écoute et je viens vous rapporter tout simplement ce que j'ai appris de là-bas en France. Je ne vous ai pas autorisé, vous avez encore beaucoup à apprendre. Et je vous dis d'un ton ferme, mais pas méchant. Et j'ai eu du mal à comprendre où est-ce que j'avais péché. Mais il aurait fallu attendre plusieurs années pour que je comprenne, ah, il avait vu juste. Parce qu'il y avait des infiltrés que la France avait cités, que ces infiltrés pouvaient se fédérer autour du Sphinx. Mais le Sphinx avait compris qu'il ne pouvait pas faire de la compromission, collaborer avec certaines personnalités politiques. Mais j'ai eu du mal à comprendre cela à cette époque-là. Très bien. Monsieur Marcin Biloma, lentement mais sûrement nous progressons vers la fin. Aujourd'hui, beaucoup se posent des questions autour de la vision, de l'idéologie du Sphinx de l'unité. Est-ce que vous pensez que la vision ou même l'idéologie du docteur Étienne Tshisekedi Lumumba a été bien comprise au niveau de la population congolaise de manière générale? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la population congolaise et même au niveau du parti, beaucoup se sont imprégnés ou se sont appropriés sa vision? Très bien, ça c'est une très bonne question. En fait, la vision ou les concepts, le peuple d'abord, n'est pas un slogan. Mais avant de vous parler du peuple d'abord, laissez-moi vous faire un peu l'historique de la situation de notre pays pour que le Sphinx puisse parler du peuple d'abord. La RD Congo a toujours été un champ ouvert à tout le monde, un bien sans maître. Et ceci remonte déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, avec le roi Léopold II, qui était inspiré à l'idée de l'enrichissement, chercher les minerais de l'or et autres matières premières. Donc c'est la doctrine du mercantilisme au XVIIIe siècle. Et après, Léopold a cédé sa terre ou son terrain au Congo belge. Et le Congo belge, il y a eu un pacte colonial. Le pacte colonial consistait à ce que les Congos puissent envoyer des minéraux à la métropole. Et la métropole avait besoin de ces minéraux pour faire tourner ses industries. Et par la suite, la métropole nous renvoyait les produits manufacturés pour consommer ici au Congo. Donc nous n'étions que des consommateurs. Évidemment, quand vous consommez ce qui n'est pas produit ici, ça vous coûte cher parce que vous importez une inflation si au niveau de la production, ça augmente. Donc vous voyez, je vous parle de doctrine mercantilisme, je vous parle du pacte colonial, et ça ne s'est pas arrêté là. À la troisième étape, à l'arrivée de Mobutu en 65, nous avons connu la mauvaise gouvernance. Il a ouvert le pays à tout celui qui venait pour s'enrichir et détenir des carrés miniers et autres. On a connu des pillages en 73 et 74. On a connu, la zarianisation en 73-74. On a connu des pillages, si vous vous souvenez, en 91 et 92. Bref, à l'arrivée de l'AFDEL en 97, 98, c'était alors vraiment l'hécatombe. Donc c'est la mafia organisée. Au grand jour. Et
dans un pays où l'économie dollarisée, évidemment, on ne maîtrisait donc, dans tout pas. ça, le peuple ne se retrouve Bref, en rien. Vous avez vu qu'en quelques mots, je vous ai parlé de la situation qui prévalait Depuis l'époque coloniale. depuis l'époque coloniale jusqu'en 1998. On n'a jamais pensé au développement du Congo. Et c'est là où, justement, Dr Etienne Tshisekedi, c'est pas pour rien qu'il a parlé du peuple d'abord. Le peuple d'abord, il faut comprendre ça dans le sens que nous voulons, dans sa réflexion, constitutionnaliser le développement de la RD Congo. Je répète bien. Constitutionnaliser le développement du pays. C'est-à-dire qu'il faut laisser des preuves indélébiles dans la Constitution, prouver que nous voulons développer le Congo pour le bonheur du peuple congolais. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien. Alors, comment constitutionnaliser le développement du pays? Ce n'est pas des mots vains, ce n'est pas un hasard. Constitutionnaliser le développement, il le fait, il a pensé sur ça, sur base, je dirais, de nos richesses. Nous avons l'eau, nous avons la forêt. Nous représentons pratiquement 70% du bassin forêt, notre forêt du bassin du Congo. Sans parler de nos richesses naturelles. Ici, il est question surtout des richesses naturelles. Il faut, je dirais, sanctuariser nos richesses, c'est-à-dire donner un état sacré à nos richesses telles que le mine, le gaz et les hydrocarbures, donc les blocs pétroliers. Ne serait-ce que ces trois choses, si nous sanctuarisons cela, c'est-à-dire on reconnaît que c'est sacré et nous consignons cela dans notre constitution, que nous voulons constitutionnaliser le développement à travers nos richesses naturelles, ça veut dire que les lois organiques ou les lois sectorielles qui viendront tiendront compte de la volonté du peuple souverain, que ce qui est sacré, on ne peut pas s'amuser avec. S'amuser avec, ça veut dire que c'est voler, faire main basse, c'est s'exposer, je dirais, à des sanctions qui peuvent vous amener même à la mort, c'est-à-dire qu'on vous tue. Et c'est ça, en fait, le concept, la vision, les peuples d'abord. C'est basé sur deux piliers. Il s'appuie sur deux piliers. Le peuple d'abord. La gouvernance citoyenne. Dans la gouvernance citoyenne, on entend l'inclusion sociale. Ça veut dire qu'on ne met personne de côté. On fera tout pour le peuple et l'acteur principal sera l'homme et les bénéfices de ce que l'homme fera, ce serait au profit de l'homme. Donc l'homme au centre de toutes les choses. C'est ça, j'ai dit, la gouvernance, le premier pilier, la gouvernance sociale, n'est-ce pas? Le deuxième pilier, c'est la promotion de l'économie de la vie. Ça peut paraître des mots peut-être savants, mais non. L'économie de la vie, c'est l'ensemble de tous les métiers qui concourent à la prospérité de l'homme. Je vous donne un exemple. Souvenez-vous, à l'époque de la Covid-19, est-ce que les magasins d'habillement étaient ouverts? Pas du tout. Est-ce que les agences de voyage étaient ouvertes? Pas du tout. Parce que l'aéroport était fermé. Mais par contre, les officines pharmaceutiques fonctionnaient. Et remarquez à cette époque-là, tout ce qui était produit d'origine des plantes, c'était valorisé parce que cette maladie de coronavirus, maladie respiratoire, on revenait à des propositions d'utiliser
nos plantes médicinales, n'est-ce pas? Des valeurs traditionnelles. Des valeurs traditionnelles. Alors, ça fait partie des métiers de la vie qui propulsent, qui font la promotion de l'économie de la vie. Je peux vous citer plusieurs choses. Ce sont les deux piliers. Pour revenir maintenant à la vision de M. Marcelin, est-ce que vous pensez que le peuple congolais a compris, surtout avec les deux piliers que vous venez d'évoquer, est-ce que le peuple congolais a compris cette vision, cette idéologie, et que la population l'a intériorisé, ou c'en est même imprégné de... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la population, et surtout avec les générations de jeunes qui viennent maintenant et qui se lancent même dans la classe politique? Bon, je pense que le Sphinx était en avance sur son temps. Mais heureusement, nous qui l'avions côtoyé, nous avons capté, nous avons pris des notes. C'est à nous de matérialiser cela. C'est comme s'il savait qu'il devait partir. Parce qu'il nous disait, vous devriez vous prendre en charge. Ah, je me souviens d'un détail. Je me souviens d'un détail, et d'ailleurs les témoins sont là. Quand j'ai travaillé à l'Imité, dans sa résidence, dans l'arrière-cour, c'est là où il y avait mon bureau, juste à côté de son bureau. Il m'a dit, Marcelin, ne retournez plus en Europe. Nous sommes en 2005 que j'étais ici au Congo. Vers 2012-2013, il me dira, ne rentre plus en Europe. Reste ici. Mets-toi au niveau des gens qui sont dans ma cour. Ils sont fidèles à moi. Il y a la loyauté en eux. Je ne leur demanderai pas qu'ils puissent rattraper ton niveau. Mais toi, mets-toi à leur niveau. Je vous jure, ça c'est Étienne Tshisekedi. Et depuis, je ne suis plus jamais retourné vivre en Europe. Contrairement à ce que les gens pensent, que je suis arrivé dans la famille diaspora à l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Non, j'étais là bien avant. Mais sauf que on ne faisait pas de bruit, on travaillait à côté du maître. Vous voyez? Donc, ceci pour dire que les concepts, la vision des peuples d'abord, c'était vraiment une avancée, mais il fallait conceptualiser cela et puisse marquer cela dans notre constitution. C'est pourquoi je parle de la constitutionnaliser le développement. Et c'est ça qui nous a amené, je dirais, à faire ce que nous avons fait dernièrement au Centre Ngana. Alors, une question me vient à l'esprit, M. Marcelin Bilumba. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'UDPS à la tête de la République, si d'après vous, le Sphinx était vivant, est-ce qu'il serait fier de la gestion de l'UDPS aujourd'hui à la tête de la nation? Bon, vous savez... Au regard de sa lutte, de son combat, au regard de sa vision de gérer la nation, de son idéologie. L'UDPS est un parti politique. Son Excellence Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, mais dans quel contexte? Des blocages. FCC cache, il fallait s'en débarrasser. Et par la suite, l'union sacrée, mais une union sacrée où nous savons que le pays est infiltré à tous les niveaux, militaire, sécuritaire, politique. L'économie, n'en parlons pas parce que nous sommes pillés dans la partie orientale du pays. Les voisins pillent nos ressources aux yeux de tout le monde de la communauté internationale, complice de cela. Et donc, pour démanteler tout ça, pour nettoyer tout ça, ça prend énormément de temps parce que nous-mêmes, Congolais, nous sommes complices de cela. Et évidemment, il y en a qui se disent Congolais, mais en réalité, ils ne le sont pas. Mais ils portent l'habit d'un Congolais, les passeports, on sait l'obtenir facilement, mais si vous commencez à demander les origines des gens, de quel territoire vous êtes, de quelle
groupement vous êtes, Ethnie. de quel secteur vous êtes, de quel village vous êtes. Beaucoup n'auront pas de passeport. Alors, vous voyez, démanteler tout ça, ça prendra du temps parce que l'infiltration a commencé bien avant. Très bien. Alors, ce qui fait que c'est difficile à l'UDPS de dire que je vais nettoyer tout ceci dans un tantinet de temps. Ça demanderait un peu... Le trou est profond. Le trou est profond. Mais le travail se fait progressivement pour que, je pourrais dire, que la vision, le peuple d'abord, peut se matérialiser, mais ça ne peut se matérialiser si il y a des empreintes sur la loi fondamentale. Parce que je vous ai démontré que le Congo, c'était un bien sans maître. Depuis l'époque des colons, ils venaient simplement piller. Et ça continue à être pillé aujourd'hui. Vous évoquez la loi fondamentale, vous avez beaucoup martelé sur la constitutionnalisation du développement du Congo. Tout récemment, vous venez d'organiser des assises qui ont été saluées par une grande partie de la population au centre Nganda. Dites-nous de quoi s'agissait-il, qu'est-ce qu'il en était question. Aujourd'hui, il y a un fort débat, bien que nous allons l'aborder tout à l'heure, le pays est menacé avec l'agression barbare du Rwanda, avec les supplétifs qui ont 23, nous allons revenir sur ça. Mais c'était quoi l'idée en organisant ces échanges de réflexion au niveau du centre Nganda au regard de ce débat qui refait surface autour de la révision ou même du changement de la Constitution? Quelque chose qui a été élaboré en 2005, nous sommes en 2025, 20 ans. Ça fait 20 ans après. Est-ce que relire cette constitution pour y déceler, entre guillemets, les points qui fâchent, est-ce un péché? Je vous réponds non, ce n'est pas un péché. Et donc, le peuple souverain a le droit, à travers ses représentants, c'est-à-dire les honorables députés et sénateurs, à travers le chef de l'État, garant des institutions, à travers le gouvernement, le peuple a droit de se poser la question, est-ce que nous allons dans la bonne direction ou pas? Et donc, c'est tout à fait normal, nous qui sommes parti présidentiel, que nous puissions réfléchir, regarder, est-ce que de 2006, avec la promulgation de la Constitution à nos jours, les choses ont évolué? Qu'est-ce que vous avez constaté? Les choses ont-elles évolué ou nous sommes dans le statu quo? Non, c'est-à-dire qu'on a décelé beaucoup de choses. Malheureusement, je ne pourrais pas donner les détails. La primeur est quand même réservée au chef de l'État. Nous avons eu à mettre en place 4 sous-commissions ou 4 commissions. Nous avons décortiqué la Constitution en 4 sous-groupes et nous avons apporté des critiques. Je ne peux pas vous dire objectives. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans d'autres commissions. Honnêtement, je ne sais pas. Mais dans ce qui s'est passé dans la commission que j'ai dirigée moi-même, sur des questions économiques, nous avons décelé des choses. Et c'est ça qui m'intéresse moi au plus haut niveau, parce que je vous parle aujourd'hui de l'interprétation du concept de peuple d'abord, ce qui monte et ce qui a guidé les Sphinx B52, c'est de faire autrement de ce qui s'est passé depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours ici. M. Massin Bilomba, parlons de la Constitution. Est-ce que d'après vous, vous êtes pour le changement, pour la révision? Je suis pour la réforme constitutionnelle. Dans toute sa globalité. Qui dit réforme, elle peut être interprétée d'une manière ou d'une autre. Mais je suis pour la réforme ou la relecture. Moi, je ne suis pas juriste. Très bien. Mais j'estime que s'il y a des choses pour lesquelles il faut marteler, il faut marteler. Mais Jojo, je vous donne un petit exemple. Un petit exemple. Vous êtes aujourd'hui salarié, vous êtes directeur chez Congo Web. C'est bien ça, non? Par exemple. Bon, par exemple, dites-moi, avec votre revenu mensuel, pouvez-vous
facilement acheter une maison, un véhicule et nouer les 2 bouts du mois, rien que, même, mettons, avec votre revenu annuel. Vous n'arriverez pas. C'est pourquoi il y a des mécanismes qui permettent aux personnes physiques qui ont un contrat de travail, ils peuvent accéder à des crédits pour avoir un logement que vous pourriez payer sur une période de 25 ans. Vous pourriez avoir un véhicule que vous pourriez, je dirais, l'obtenir, l'acquérir sur une période de 3-4 ans. N'est-ce pas? Mais pourquoi pas la RD Congo, qui est une personne morale, un pays, puisse également vivre correctement, mettre à l'aise ses concitoyens. Dans une des dispositions de la Constitution, il est dit que la loi des finances émane de la Constitution, de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Dans l'OFIP. Mais regardez dedans, on vous dit que le gouvernement doit présenter le projet de loi à l'Assemblée nationale, un budget en équilibre au niveau des dépenses et au niveau des recettes. Mais vous savez très bien, avec l'exemple que je viens de vous donner, les besoins sont énormes, mais les ressources sont minimes. Et donc, de la même manière qu'on vous donne la possibilité en tant que personne physique de pouvoir vivre correctement parce que vous travaillez, un pays ne tombera jamais en faillite. Et donc, la RD Congo doit changer de paradigme. La RD Congo doit élaborer son projet à partir, non plutôt son budget, à partir de son gouvernement, en décrivant les points les plus importants pour une année donnée que le pays doit réaliser pour accompagner la gratuité de l'enseignement, pour accompagner le deuxième grand projet qui est la couverture santé universelle, pour la sécurité, parce qu'aujourd'hui, la frontière avec l'Est, les belligérants, les pays voyous qui sabordent l'économie du pays, il faut renforcer la frontière. Heureusement qu'elle n'est pas longue, parce que la frontière naturelle, c'est le lac Kivu, la rivière Ruzizi, et la partie terrestre n'est pas énorme. On peut même ériger des barrières. Il faut une sécurité. Il faut renforcer l'armée. Il faut renforcer les services de renseignement. Tout ceci, je ne crois pas qu'on peut le faire avec 17 milliards de dollars, l'équivalent en francs congolais de 17 milliards. Donc il faut... Ça devait être peut-être 40 ou 50 milliards. Et surtout par rapport à la dimension, la grandeur du pays. Et donc, si nous estimons à 50 milliards nos besoins et que nous mobilisons moins parce qu'il y a encore des tares, il y a encore des gens spécialistes dans le vol, mais si nous arrivons à décortiquer, à nettoyer avec le Karcher le vol, peut-être nous arriverons dans un premier temps à avoisiner 30, 35. Mais si nos besoins sont à 50, mais ça fait un gap de quoi? De 10-15 milliards. Mais 10-15 milliards, les pays peuvent l'obtenir sur des plateformes financières internationales. Il y a des mécanismes justement, avec nos richesses que nous avons, il suffit de les certifier. Et nous pouvons accéder à des financements innovants pour permettre à un pays de respirer et de vivre. Mais nous ne nous donnons pas cette possibilité parce qu'il y a des tares dans notre constitution. Les gens s'habituent simplement à ce qui s'est fait et ce qui se faisait. Donc il faut élaguer tous ces tares. Ils ne veulent pas réfléchir à l'innovation, au changement. Ça, ce n'est qu'un exemple que je viens d'épingler. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement vraiment vers la fin de cet entretien. Dommage, à la télé, il y a la contrainte du temps. Monsieur Marcel Bilomba, aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, le pays est agressé par le Rwanda, il ne faut plus se le cacher. Lors de la dernière rencontre des pays membres du droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies, presque tous à l'unanimité, ils ont évoqué le dialogue,
se mettre autour d'une table pour des négociations. Est-ce que vous pensez que cela constitue la seule voie ou l'unique voie pour arriver à mettre un terme définitif à cette problématique? Qu'est-ce que vous pouvez dire notamment à nos forces, à nos vaillantes forces loyalistes qui se battent au front, et quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse congolaise? Vous êtes un haut cadre du parti, on l'a dit au début de cette émission, à la jeunesse du parti, à la jeunesse congolaise de manière générale, pour susciter un peu cet élan, cet éveil patriotique pendant cette période cruciale que traverse la RDC. Merci beaucoup. Merci Jojo. Avant toute chose, je félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que nos vaillants combattants des forces armées de la République, les Wazalendo, également les résistants de ce qu'ils font. Vous parlez de dialogue. Je dirais, on va dialoguer avec qui? On ne peut pas dialoguer avec les garçons de course. Hier, c'était CNDP. Aujourd'hui, c'est M23. Si nous commettons la même erreur, ils viendront, 2-3 ans après, ils vont nous recréer encore d'autres problèmes et on aura encore des dialogues avec M24. Après, c'est M25. Non. Si dialogue il y a, il faut un préalable. Le préalable, c'est d'abord la sortie des troupes rwandaises du territoire national. C'est seulement à ce moment-là que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut dialoguer avec Paul Kagame. Parce que c'est lui, en fait, qui représente les intérêts des néocolonialistes de l'Occident pour les pillages de nos minerais dans la partie orientale. La guerre, elle est économique, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État a fait un travail monumental sur le plan diplomatique pour stigmatiser ce que fait le Rwanda et l'Ouganda dans la partie orientale. C'est connu maintenant de tout le monde. Il reste une deuxième étape, il faut des sanctions. Et quand il y aura des sanctions, Kagame va tomber comme une mangue mûre, tout simplement. Il suffit qu'on commence à avoir des sanctions. Le budget du Rwanda est supporté à 60% par l'aide étrangère. Il suffit de sanctions, de fermer les robinets, Rwanda sera à genoux. Et donc, dialoguer, oui, nous les Africains, nous dialoguons tout le temps. Mais il faut choisir les bons partenaires avec lesquels vous allez dialoguer. Sincère. Et les bons partenaires sincères, ce serait Kagame, pour autant qu'il ait sorti ses troupes, pour qu'on lui demande « Que voulez-vous de la RD Congo ?» Il cherchait des ennemis invisibles, les FDLR. Mais les FDLR, de vous et moi, ils sont entrés en 1994, si je ne me trompe pas. 1994. Mais ces FDLR, est-ce que c'est écrit sur leur front FDLR? Ils ont la même morphologie que nos frères du Nord et Sud Kivu. Comment vous distinguez FDLR et Congolais si ils avaient acquis la nationalité? Et si ils n'ont pas acquis la nationalité, ils avaient le statut de réfugiés politiques. Que dit le Haut Commissariat des réfugiés? Le Haut Commissariat des réfugiés, l'aile des Nations Unies, dit que quelqu'un qui vient demander l'asile politique, il faut les protéger. Vous voulez qu'on prenne les exilés politiques, qu'on les envoie vers les sanguinaires pour les pays? On aura violé les dispositions du Haut Commissariat des réfugiés. Alors soyons quand même, je dirais, corrects avec nous-mêmes. Dialoguer, oui, mais dans les normes, avec le Rwanda, mais pas avec les marionnettes fabriquées de toutes pièces. Voilà, c'est par ces mots que nous clôturons
pratiquement cette émission. Nous vous remercions énormément, M. Marcelin Lumba, d'avoir accepté de nous accorder votre disponibilité pour cet échange très, très, très important, surtout en cette période que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous félicitons le chef de l'État, comme vous l'avez dit, nous encourageons également nos forces loyalistes qui se battent au front, des Ouazalènes ainsi que les FARDC. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet entretien, mesdames, messieurs. C'est par ici que se termine cette émission, que nous avons eu vraiment le réel plaisir et la joie de vous la présenter. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro à la même heure, sur la même chaîne, bien évidemment, avec le même plaisir. Merci beaucoup et une fois de plus, mère, bonne année à toutes et à tous. Au revoir.